Imaginez un silence, pas un silence apaisant, mais un silence lourd, assourdissant, qui tombe comme un couperet dans le bureau stérile d'un médecin. Pour Léa, ce silence était le bruit de tous ses espoirs qui se brisaient en mille morceaux. Dehors, la pluie battait les vitres, mais à l'intérieur, le temps s'était arrêté. Elle et son mari, Paul, venaient de recevoir une nouvelle qui allait non seulement anéantir leur rêve de devenir parents biologiques, mais aussi réveiller des fantômes du passé de Paul, un passé qu'il avait tenté d'enfouir au plus profond de lui. Préparez-vous à une histoire où la quête d'un enfant les mènera bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer, sur le chemin d'un secret à la fois tragique et miraculeux. Léa et Paul formaient le couple que tout le monde admire. Installés dans un charmant appartement du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, avec vue sur les toits ocres de la ville, leur vie semblait parfaite. Léa était une maîtresse d'école passionnée, adorée de ses élèves de maternelle. Paul, un ingénieur talentueux et respecté, au regard doux mais souvent pensif. Ils s'aimaient d'un amour profond, un amour qui avait résisté à l'épreuve la plus cruelle, l'infertilité. Des années de traitement, de faux espoirs et de larmes versées en secret avaient érodé leur insouciance, mais pas leur lien. Cependant, une ombre persistait. Paul parlait rarement de son enfance. Léa savait seulement qu'elle avait été chaotique, marquée par une mère instable et la disparition tragique de sa sœur aînée, Chloé, un nom qu'il ne prononçait qu'à voix basse, comme une prière brisée. Ce passé douloureux, qu'il gardait verrouillé à double tour, était sur le point de ressurgir de la manière la plus inattendue. La lumière crue des néons du cabinet médical semblait aspirer toutes les couleurs du visage de Léa. Les mots du professeur Dubois, spécialiste de la fertilité à l'hôpital de la Croix-Rousse, résonnaient encore dans sa tête, froids et définitifs. « Je suis désolée, Madame Martin, nous avons tout essayé. » Dehors, un crachin typiquement lyonnais transformait la ville en une toile de Pissarro, mais Léa ne voyait que le reflet de son propre visage, blême et défait. Paul, assis à côté d'elle, serra sa main. Sa poigne était ferme, un rocher dans la tempête, mais Léa sentit un léger tremblement. Pour lui aussi, c'était la fin d'un rêve. Elle avait l'impression de l'avoir trahi, d'être un corps défaillant, incapable de lui offrir ce qu'il désirait le plus au monde. Le silence dans la voiture, sur le chemin du retour, était plus lourd que n'importe quelle dispute. Ce n'était pas de la colère, mais le poids immense du deuil. Le deuil d'un enfant qu'il n'aurait jamais. Les semaines qui suivirent furent un brouillard de tristesse. Léa se mouvait dans leur appartement comme une automate. Elle corrigeait les cahiers de ses élèves, souriait aux parents, mais son cœur était ailleurs. Paul, lui, se réfugiait dans le travail. Il rentrait tard, les traits tirés, et la regardait avec une impuissance qui la déchirait encore plus. Un soir, alors qu'elle fixait la chambre d'amis, cette pièce qu'ils avaient secrètement imaginée en chambre d'enfant, il s'approcha doucement. « Léa, » commença-t-il, sa voix rauque, « il y a d'autres façons d'être parent. » Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas d'un autre moyen, Paul. Je voulais notre enfant. Un mélange de toi et de moi. » Il ne répondit pas tout de suite, se contentant de la prendre dans ses bras. Elle sentit la tension dans ses épaules, la douleur qu'il ne laissait jamais paraître. Elle savait qu'il souffrait autant qu'elle, mais sa peine à lui avait des racines plus anciennes, plus profondes, qu'elle ne parvenait pas à atteindre. La suggestion de Paul flottait entre eux comme un fantôme. L'adoption, le mot seul faisait frissonner Léa. Elle ne se sentait pas la force d'aimer un enfant qui n'était pas le sien. C'était une pensée égoïste, elle le savait, mais elle était incapable de la chasser. Les dîners entre amis devinrent une torture. Les conversations tournaient inévitablement autour des enfants, des nuits sans sommeil, des premiers pas, des mots drôles. Léa souriait, posait des questions, mais chaque anecdote était un poignard dans son cœur. Un jour, en passant devant une vitrine de jouets rue de la République, elle vit un petit avion en plastique rouge. L'image déclencha quelque chose. Elle se souvint d'une conversation avec Paul au début de leur relation où il avait mentionné un jouet similaire, le seul souvenir tangible qu'il gardait de sa sœur, Chloé. Il avait murmuré que c'était le talisman de leur enfance perdue.
La douleur sur son visage à ce moment-là lui revint en mémoire, et elle comprit que son refus de l'adoption ravivait en lui une blessure bien plus ancienne. Un dimanche après-midi pluvieux, alors que Paul était sorti faire des courses, Léa se retrouva seule face à l'ordinateur. Poussée par une impulsion qu'elle ne s'expliquait pas, elle tapa les mots « Adoption pupille de l'État » dans le moteur de recherche. Des dizaines de visages d'enfants apparurent, des sourires timides, des regards graves. Elle ressentit une immense vague de compassion, mais aussi une distance, une peur. Elle cliqua sur les profils, lisant des bribes d'histoires tragiques. Des enfants nés sous X, des enfants retirés à leurs parents. C'était un monde de souffrance qu'elle ne se sentait pas prête à affronter. Elle allait fermer la page, le cœur lourd de culpabilité, quand son regard fut attiré par une nouvelle annonce. Un petit garçon de 6 ans. Le titre disait simplement « Léo cherche sa famille pour la vie ». Machinalement, elle cliqua sur la photo pour l'agrandir. Le souffle de Léa se coupa. L'écran de l'ordinateur illuminait son visage stupéfait. Ce n'était pas possible. Ce petit garçon, Léo, n'était pas juste un enfant mignon. C'était Paul. Le même nez légèrement retroussé, les mêmes yeux gris-vert, profonds et un peu mélancoliques, la même courbe de la bouche, ce demi-sourire qui semblait retenir un secret, même la façon dont ses cheveux châtains tombaient en une mèche rebelle sur son front était identique aux photos de Paul enfant qu'elle chérissait. Elle zooma sur l'image, le cœur battant à tout rompre. Il y avait même un petit grain de beauté juste au-dessus de la lèvre, exactement au même endroit que celui de son mari. Une coïncidence? C'était statistiquement impossible. Un frisson la parcourut. C'était comme si l'univers lui envoyait un signe si puissant et si troublant qu'il balayait toutes ses peurs et ses hésitations. Cet enfant n'était pas un étranger. Elle avait l'impression de le connaître depuis toujours. Ses mains tremblaient tellement qu'elle eut du mal à composer le numéro de Paul. Il décrocha à la deuxième sonnerie, sa voix calme et professionnelle. « Allô ?» Léa essaya de parler, mais un sanglot s'étrangla dans sa gorge. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien ?» s'inquiéta-t-il. Elle prit une grande inspiration. « Paul, il faut que tu rentres, tout de suite, s'il te plaît. » Il y avait une telle urgence dans sa voix qu'il ne posa pas d'autres questions. « J'arrive. » 20 minutes plus tard, il entra dans l'appartement, le visage soucieux. Il la trouva assise, devant l'ordinateur, les yeux fixés sur l'écran. « Qu'est-ce que... » Il s'arrêta net en voyant la photo de Léo. Il s'approcha lentement, comme hypnotisé. Son visage, d'habitude si maîtrisé, se décomposa. Il ne dit rien, se contentant de fixer le visage de l'enfant. Léa vit une lueur de stupeur, de reconnaissance, mais aussi une immense tristesse envahir son regard. C'était la même tristesse qui le hantait chaque fois qu'il prononçait le nom de Chloé. « Bon, c'est lui, » murmura Paul, plus pour lui-même que pour Léa. Sa voix était à peine audible. Il tendit la main et toucha l'écran du bout des doigts, comme pour s'assurer que le garçon était réel. « C'est notre fils, Paul, » dit Léa, les larmes coulant enfin sur ses joues. Pour la première fois depuis des mois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin, mais des larmes d'une émotion nouvelle, un mélange de choc et d'espoir insensé. Ce soir-là, ils ne parlèrent presque pas. Ils restèrent assis côte à côte à regarder en boucle la photo de Léo. Le passé et le futur semblaient converger en ce seul visage d'enfant. Le lendemain matin, Léa contacta l'aide sociale à l'enfance. La machine administrative se mit en marche. Dossiers, entretiens, visites. Leur vie devint un tourbillon de paperasse et d'attente. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'attente n'était pas angoissante. Elle était pleine de promesses. Chaque document rempli, chaque rendez-vous les rapprochait de ce petit garçon qui, sans même le savoir, avait déjà commencé à réparer leur cœur brisé. Alors qu'ils avançaient dans les démarches, Paul devint plus silencieux, plus introverti. Un soir, Léa le trouva dans le salon, regardant par la fenêtre la ville endormie. Il tenait une vieille boîte à chaussures. « Je ne t'ai jamais tout raconté sur Chloé, » dit-il doucement. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, quelques photos jaunies et un petit objet enveloppé dans du tissu. C'était le petit avion en plastique rouge. Ma mère, elle n'était pas juste instable, elle était malade, alcoolique, et les hommes qu'elle ramenait,
L'un d'eux, Antoine, nous détestait, surtout Chloé. Il disait qu'elle était lente, stupide. La voix de Paul se brisa. Il la terrorisait. Pour ses 7 ans, j'ai économisé quelques francs en ramassant des bouteilles pour lui acheter ça. Il désigna l'avion. C'était son trésor. Elle disait que c'était l'avion du petit prince et qu'un jour il nous emmènerait loin d'ici. Il referma la boîte, le visage contracté par la douleur. Un jour, ils l'ont placé et je ne l'ai plus jamais revu. Le jour de la rencontre arriva enfin. Ils prirent le TGV pour une petite ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes où se trouvait le foyer de Léo. Le trajet se fit dans un silence tendu, chargé d'appréhension et d'excitation. Le foyer était une grande maison en pierre, entourée d'un jardin. L'atmosphère était chaleureuse, mais Léa ne pouvait s'empêcher de penser à tous ces enfants qui attendaient une famille qui ne viendrait peut-être jamais. La directrice, une femme douce et bienveillante, les reçut dans son bureau. « Léo est un garçon spécial, leur expliqua-t-elle, très intelligent, très sensible. Sa mère est décédée dans un accident de voiture il y a 1 an. Il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. » Elle marqua une pause. Plusieurs familles sont venues le voir. Mais ça ne s'est jamais bien passé. Il a son petit caractère. Il dit qu'il attendait les bonnes personnes. Léa et Paul échangèrent un regard. Leur cœur battait la chamade, la porte s'ouvrit. Et il était là, plus petit qu'en photo, plus fragile. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, les mains derrière le dos, et les observait avec une intensité déconcertante pour un enfant de son âge. Il portait un simple jean et un t-shirt. Autour de son cou, sur un lacet en cuir usé, pendait un petit objet. Léa plissa les yeux. Un petit avion en plastique, rouge. Son sang se glaça. Elle jeta un regard furtif à Paul. Il était livide, figé sur place, son regard fixé sur le pendentif de l'enfant. Léo fit un pas en avant. Il ne regarda pas Léa, mais directement Paul. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « C'est vous, dit-il d'une petite voix claire. Je savais que vous viendriez. » La directrice sourit, visiblement soulagée par cet accueil inattendu. Mais pour Paul et Léa, ces quelques mots, combinés à la vision de ce petit avion, ouvraient un abîme de questions vertigineuses. Le destin n'existait pas, s'était-il toujours dit, mais aujourd'hui, il n'en était plus si sûr. La première rencontre se déroula dans une salle de jeu baignée de lumière. Léo, d'abord timide, se détendit peu à peu. Il leur montra ses dessins des mondes fantastiques peuplés de créatures étranges et de planètes colorées. Il parlait peu, mais son regard ne quittait jamais Paul, comme s'il cherchait à déchiffrer quelque chose sur son visage. Paul, habituellement si à l'aise avec les enfants, était étrangement maladroit. Il semblait avoir peur de toucher le garçon, peur de briser ce moment fragile et irréel. Léa prit les choses en main, posant des questions douces sur l'école, sur ses amis. Léo répondait poliment, mais ses yeux revenaient toujours se poser sur Paul. À un moment, il s'approcha de lui et, sans un mot, lui tendit un de ses dessins. Il représentait 2 enfants, un garçon et une fille, se tenant la main sur un nuage. « C'est pour vous, » murmura-t-il. Paul prit le dessin, ses mains tremblant légèrement. Le style, la composition, tout lui rappelait les dessins que sa sœur Chloé faisait quand ils étaient petits. Sur le chemin du retour, dans le train qui filait à travers la campagne française, Paul et Léa ne dirent pas un mot pendant près d'1 heure. Léa tenait le dessin de Léo sur ses genoux, le caressant doucement. Paul regardait le paysage défiler, mais son esprit était ailleurs. « Cet avion, finit-il par dire, la voix sourde, c'est le même, je suis sûr que c'est le même. » Léa posa sa main sur la sienne. « Paul, c'est impossible, c'est un jouet produit en série, il doit en exister des milliers. » Elle essayait d'être rationnelle, pour lui, pour elle, mais au fond d'elle, elle n'y croyait pas. La ressemblance, le pendentif, les dessins, les premiers mots de Léo, c'était trop. « Tu ne comprends pas, Léa, insista Paul. Il y a une petite éraflure sur l'aile gauche, là où Antoine l'avait jetée contre le mur. Je l'ai vue, l'éraflure est là. » Il se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit de la peur dans ses yeux. La peur que la réponse à toutes ces questions soit encore plus douloureuse que le mystère lui-même. Les visites suivantes confirmèrent leur première impression.
Un lien puissant et inexplicable se tissait entre eux et Léo. Le petit garçon s'ouvrait de plus en plus, révélant une imagination débordante. Il leur racontait des histoires qu'il disait inventées, des contes étranges et poétiques. L'une de ces histoires revenait souvent, celle d'un garçon soleil et d'une fille sourire, frère et sœur, qui vivaient dans un royaume sur les nuages et attendaient que l'aviateur du petit prince vienne les chercher. Chaque fois qu'il prononçait ces noms, Paul sentait une vieille douleur se réveiller. Le garçon soleil et la fille sourire, répéta-t-il un soir à Léa, après avoir mis Léo au lit dans sa chambre du foyer. C'est comme ça que Chloé nous appelait. C'était le titre de ses histoires. Personne d'autre ne pouvait le savoir. Léa sentit un frisson la parcourir. La réalité semblait se tordre, se plier à une logique qui leur échappait. Qui était vraiment la mère de Léo, et comment avait-elle pu connaître les secrets de l'enfance de Paul? Ils demandèrent à la directrice plus d'informations sur la mère de Léo. Elle hésita, liée par le secret professionnel, mais, devant leur désarroi, elle leur donna quelques éléments. Sa mère s'appelait Chloé, Chloé Fournier. Elle était elle-même une enfant de l'aide sociale. Elle a eu un parcours difficile, mais elle s'en est sortie. Elle était cuisinière dans un restaurant de la ville. Tout le monde l'aimait beaucoup. C'était une femme discrète, une maman formidable pour son fils. Le père, personne ne l'a jamais connu. Le prénom frappa Paul comme un coup de poing. Chloé, c'était donc vrai, sa sœur, mais son nom de famille était Martin, pas Fournier. Elle a pu être adoptée, changer de nom, suggéra Léa, tentant de rassembler les pièces du puzzle. Paul secoua la tête, le regard perdu. Adoptée, ou elle a pris le nom de son mari, ou... Il n'osa pas finir sa phrase. Il devait savoir. Il devait comprendre comment la vie de sa sœur, qu'il croyait perdue à jamais, avait pu croiser la leur de cette façon si miraculeuse et si cruelle. Le grand jour arriva enfin, le jour où Léo allait quitter le foyer pour de bon et venir vivre avec eux à Lyon. La séparation avec les éducateurs fut émouvante. Léo leur fit un câlin à chacun, leur promettant de leur envoyer des dessins. Dans la voiture, il était silencieux, serrant contre lui un petit sac à dos contenant ses quelques affaires. Il regardait la ville défiler par la fenêtre, les yeux grands ouverts. En arrivant dans l'appartement, il resta bouche bée devant sa nouvelle chambre. Léa et Paul avaient passé des semaines à la préparer. Les murs étaient peints d'un bleu nuit parsemé d'étoiles phosphorescentes. Un lit en forme de vaisseau spatial l'attendait. Et sur une grande étagère, des dizaines de livres pour enfants. Les yeux de Léo s'illuminèrent. Il courut vers la bibliothèque, ses petits doigts effleurant les tranches des livres. « Il y a même le petit prince !» s'exclama-t-il avec un grand sourire. Ce soir-là, pour la première fois, la chambre d'Ami n'était plus une pièce vide et pleine de regrets. C'était la chambre d'un petit garçon. Les premiers jours furent une période d'ajustement. Léo était un enfant facile, curieux et affectueux, mais il y avait des moments où une profonde tristesse semblait l'envahir. Il parlait alors de sa mère par petites touches. « Maman, elle faisait les meilleures crêpes du monde » ou « Maman, elle disait que les étoiles sont les pensées des gens qui nous aiment et qui sont partis. » Paul écoutait chaque mot, le cœur serré, cherchant à reconstituer l'image de cette femme, sa sœur, qu'il n'avait pas connue adulte. Un soir, alors que Léa bordait Léo, le garçon lui montra son petit avion. Maman m'a dit de ne jamais l'enlever. Elle disait que c'était un porte-bonheur magique. Il appartenait à son frère quand ils étaient de petits, un garçon très courageux qui lui avait promis de toujours la protéger. Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle embrassa le front de Léo et sortit de la chambre, le cœur au bord des lèvres. La vérité était là, juste sous leurs yeux, si évidente et si bouleversante. Elle trouva Paul dans le salon, regardant fixement une vieille photo de lui et Chloé, la seule qu'il avait gardée. Elle lui rapporta les paroles de Léo. Paul ferma les yeux, une larme solitaire roulant sur sa joue. « C'est elle, » murmura-t-il, « c'est ma Chloé. » Tout s'emboîtait, le nom, l'avion, les histoires, la ressemblance de Léo avec lui. Sa sœur avait survécu, elle avait grandi, était devenue une femme, une mère, et le destin, par un chemin tragique et insensé, avait ramené son fils à lui.
C'était un miracle né d'une tragédie, une joie immense mêlée à une douleur insondable, celle de savoir qu'il avait retrouvé sa sœur, mais seulement pour la perdre à nouveau, définitivement cette fois. Il regarda Léa, ses yeux brillants d'une émotion nouvelle. « Il n'est pas seulement notre fils, Léa, il est mon neveu, il est tout ce qu'il me reste d'elle. » Cette révélation changea tout. Léa regardait Léo avec des yeux nouveaux. Ce n'était plus seulement l'enfant qui comblait le vide dans sa vie, c'était un lien de sang, la chair de l'homme qu'elle aimait. Elle voyait en lui les yeux de Paul, mais aussi des expressions, des gestes qui devaient appartenir à Chloé. Paul, de son côté, semblait libéré d'un poids. La tristesse de la perte de sa sœur était toujours là, mais elle était désormais contrebalancée par la présence lumineuse de son fils. Il commença à partager avec Léo des bribes de souvenirs de son enfance avec Chloé, transformant le passé douloureux en un héritage précieux. Il lui apprit les jeux auxquels il jouait, lui chanta les comptines qu'elle aimait. Lentement, il construisait un pont entre le frère et la sœur séparés par le temps, avec Léo comme messager. Quelques semaines plus tard, Paul prit une décision. Il appela sa mère. Il ne lui avait pas parlé depuis des années. La conversation fut brève et tendue. Il lui annonça qu'ils avaient adopté un petit garçon. Puis, il prit une grande inspiration et lui dit « Il s'appelle Léo, c'est le fils de Chloé. » Un long silence suivit à l'autre bout du fil, un silence rempli de décennies de regrets. Puis, pour la première fois, Paul entendit sa mère pleurer. Pas des larmes d'apitoiement, mais des larmes de chagrin pur. « Pardonne-moi, mon fils, » sanglota-t-elle. Ce n'était pas une absolution, mais c'était un début, un premier pas sur le long chemin de la guérison. En raccrochant, Paul sentit qu'une vieille porte venait de se fermer en lui. Il ne pourrait jamais oublier, mais peut-être, un jour, pourrait-il pardonner. La vie reprit son cours, mais elle était différente, plus riche, plus intense. Léo s'épanouissait. Il s'était fait des amis à l'école, excellait en dessin et continuait d'inventer des histoires merveilleuses. Léa et Paul redécouvraient les joies simples de la vie de famille, les promenades au parc de la Tête d'Or, les éclats de rire pendant les batailles de polochon, l'odeur des gâteaux qui cuisent dans le four. Un jour, Léo rentra de l'école avec un dessin. Il avait représenté 3 personnages se tenant la main sous un grand soleil, une femme aux cheveux blonds, un homme aux cheveux bruns et un petit garçon entre eux deux. « C'est nous !» dit-il fièrement. Léa l'accrocha sur le réfrigérateur. Ce simple dessin d'enfant était le symbole de leur nouvelle réalité, une famille née non pas du hasard, mais d'un amour si fort qu'il avait réussi à défier le temps et la tragédie. Paul et Léa parlèrent de faire un test ADN pour confirmer officiellement le lien de parenté. C'était une formalité, mais elle semblait importante. Ils prirent rendez-vous dans un laboratoire. La veille du test, alors qu'il bordait Léo, Paul le regarda dormir, le petit avion en plastique reposant sur sa poitrine. Une paix immense l'envahit. Avait-il vraiment besoin d'une preuve scientifique? La preuve était là, dans les yeux de cet enfant, dans ses histoires, dans ce petit talisman usé par le temps. La vérité du cœur était parfois plus puissante que celle de la science. Le lendemain matin, il appela le laboratoire et annula le rendez-vous. Quand Léa lui demanda pourquoi, il lui sourit. « Parce que je sais déjà, » dit-il. « Et c'est tout ce qui compte. » Léa comprit et l'embrassa. Il n'avait pas besoin d'un papier pour savoir qu'ils étaient une famille. L'été arriva, baignant Lyon d'une lumière dorée. Pour leurs premières vacances tous les 3, ils louèrent une petite maison sur la côte d'Azur, près de la mer. Léo découvrit la plage avec un émerveillement infini. Il courut dans les vagues, construisit des châteaux de sable et collectionna des coquillages. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, peignant le ciel de couleurs flamboyantes, ils étaient tous les 3 assis sur le sable chaud. Léo, blotti contre Paul, somnolait. Paul caressait ses cheveux, le regard perdu vers l'horizon. Il pensa à Chloé. Il imagina sa réaction si elle pouvait les voir. Il était certain qu'elle serait heureuse. Heureuse que son fils ait trouvé non seulement une famille, mais aussi les racines qu'elle n'avait jamais pu lui offrir. « Ah, tu sais, » dit Paul à voix basse, s'adressant plus à l'océan qu'à Léa, « Chloé a toujours rêvé de voir la mer.
Notre mère nous promettait toujours de nous y emmener, mais elle ne l'a jamais fait. » Il serra Léo un peu plus fort contre lui. « D'une certaine façon, c'est comme si je l'emmenais avec moi aujourd'hui. » Léa posa sa tête sur son épaule, leurs mains se trouvant naturellement. Ils restèrent ainsi un long moment à regarder les dernières lueurs du jour s'éteindre. Le bruit des vagues était comme une berceuse. Ils n'étaient plus seulement un couple qui avait surmonté une épreuve. Ils étaient les gardiens d'une mémoire, les porteurs d'une histoire d'amour fraternel qui avait traversé la mort pour renaître sous le soleil d'un soir d'été. En rentrant de vacances, ils prirent une grande décision. Ils vendirent leur appartement de la Croix-Rousse pour acheter une maison avec un petit jardin en périphérie de la ville. Ils voulaient que Léo ait de l'espace pour courir, un arbre où construire une cabane, un potager où faire pousser des tomates. C'était un nouveau départ, une page blanche qu'ils allaient écrire tous les trois. En faisant les cartons, Paul retomba sur la vieille boîte à chaussures contenant les souvenirs de Chloé. Il l'ouvrit et, pour la première fois, il ne ressentit pas seulement de la douleur, mais aussi de la gratitude. Il prit le petit avion rouge et le tendit à Léo. « Je crois que ceci t'appartient aussi, dit-il. » Léo regarda l'avion dans la main de Paul, puis celui qu'il portait à son cou. « 2 avions, dit-il en souriant. Maintenant, le garçon soleil et la fille sourire peuvent voyager ensemble. » Le temps passa. Léo grandit, devenant un jeune garçon vif, drôle et incroyablement doué pour le dessin. Il ne parlait plus aussi souvent de sa première maman, mais sa présence était là, dans les histoires qu'il continuait d'inventer, dans le regard profond qu'il partageait avec Paul. Un jour, en rangeant le grenier de leur nouvelle maison, Léa retrouva le premier dessin que Léo leur avait offert au foyer. Le garçon et la fille se tenant la main sur un nuage. Elle le regarda longuement, se remémorant le chemin parcouru. Elle avait cru que son corps l'avait trahi, que son rêve de maternité était mort. Mais la vie lui avait offert un cadeau bien plus complexe et bien plus beau que ce qu'elle avait osé espérer. Elle n'avait pas seulement eu un fils, elle avait hérité d'une histoire et sa famille était devenue le dernier chapitre, le plus heureux, du conte du garçon soleil et de la fille sourire. Pour le 10e anniversaire de Léo, Paul l'emmena faire un baptême de l'air dans un petit avion de tourisme. Depuis le ciel, il regardait la terre en contrebas, un patchwork de champs et de maisons. Léo, les yeux brillants d'excitation, tenait fermement le manche que le pilote lui laissait toucher. « C'est comme dans les histoires de maman !» cria-t-il pour couvrir le bruit du moteur. Paul sourit. Oui, c'est exactement ça. Il regarda son fils, si plein de vie et de promesses, et il sut que le cercle était enfin bouclé. La promesse faite à une petite fille dans une chambre misérable des années auparavant avait été tenue. Il n'avait pas pu la sauver, elle, mais il avait sauvé son héritage le plus précieux. Il avait offert à son fils le ciel dont elle avait toujours rêvé. Parfois, la nuit, quand la maison était silencieuse, Léa regardait Paul et Léo endormis. La ressemblance était toujours aussi frappante, un rappel constant de leur histoire extraordinaire. Elle pensait à cette force invisible qui les avait guidés les uns vers les autres. Certains l'appelleraient le destin, d'autres une coïncidence. Pour Léa, c'était simplement l'amour, un amour qui avait survécu à la séparation, à la mort, et qui avait trouvé le moyen de se reformer, plus fort et plus résilient. Elle avait voulu un enfant qui serait un mélange d'elle et de Paul. Finalement, elle avait eu bien plus, un enfant qui était un mélange de Paul et de sa sœur, un enfant qui portait en lui tout l'amour et toute la douleur de leur passé et tout l'espoir de leur avenir. Un après-midi, en feuilletant un vieil album photo avec Léo, Paul tomba sur la seule photo nette qu'il avait de Chloé. Elle souriait à l'objectif, son petit avion rouge visible à son cou. Léo regarda la photo, puis toucha son propre pendentif. « Elle me ressemble, dit-il doucement. « Non, répondit Paul en le serrant dans ses bras. C'est toi qui lui ressemble. Tu as son sourire. Léo sourit à son tour, un sourire large et lumineux qui chassait toutes les ombres. Paul comprit à cet instant que le souvenir de Chloé ne serait plus jamais une source de tristesse. Grâce à Léo, elle continuerait de vivre non pas comme un fantôme du passé, mais comme une présence bienveillante, une bonne étoile veillant sur leur famille improbable et merveilleuse.
L'histoire de Léa, Paul et Léo n'est pas une histoire de deuil, mais une histoire de transmission. La transmission d'un amour fraternel si puissant qu'il a franchi les barrières de la vie et de la mort. Paul n'a pas seulement adopté son neveu, il a accueilli en lui le souvenir vivant de sa sœur, il lui a offert les racines qu'il n'avait jamais eues, et Léo, en retour, lui a permis de faire la paix avec son propre passé. Ensemble, ils ont prouvé que la famille n'est pas seulement une question de sang ou de naissance. C'est une histoire que l'on choisit d'écrire à plusieurs, avec les chapitres heureux comme les plus douloureux, pour créer un récit unique, le leur. Aujourd'hui, quand on leur demande comment ils se sont trouvés, Léa sourit et répond simplement « C'est Léo qui nous a trouvés ». Et d'une certaine manière, c'est la vérité. Ce petit garçon, avec son regard profond et ses histoires de nuages, a été le phare qui les a guidés à travers la tempête de leur chagrin. Il a été le pont entre un passé brisé et un avenir lumineux. Il n'a pas seulement comblé le vide de leur foyer, il a reconstruit leurs âmes, pièce par pièce, en leur rappelant que même dans les plus grandes tragédies, on peut parfois trouver les plus beaux miracles. Leur famille est la preuve que les liens du cœur sont parfois les plus forts de tous. Finalement, la vérité qu'ils ont découverte n'était pas un secret terrible, mais une révélation douce amère qui a donné un sens nouveau à leur vie. En adoptant Léo, Paul et Léa n'ont pas seulement fondé une famille, ils ont honoré une promesse vieille de plusieurs décennies et réuni les fragments d'une histoire brisée par la vie. La plus grande surprise fut de réaliser que ce n'étaient pas eux qui sauvaient un orphelin, mais cet enfant qui, avec sa sagesse et son amour inconditionnel, les sauvait de leur propre passé. Il leur a offert le plus beau des cadeaux, la chance de transformer la douleur en espoir et le deuil en une célébration de la vie. Merci infiniment de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits, et à partager vos impressions en commentaire. Et vous, croyez-vous au signe du destin ?